Bienvenue sur la radio du Lotus. Ici, chaque émission est un espace de partage, d'échange et de découverte. Nos invités vous offrent leur temps, leurs expériences et leur savoir, et nous sommes ravis de vous les faire découvrir librement et sans publicité. Pour que cette aventure continue, votre soutien est précieux. La radio fonctionne grâce à votre générosité. Et chaque petit geste nous aide à maintenir cette belle énergie. Si vous souhaitez nous donner un coup de pouce, toutes les infos sont sur laradiodulotus.fr. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, belle émission à vous! Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël et bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs que nous attendons sur le chat avec impatience. Donc il y a Hélène qui est là et Sabine pour l'instant. Bonsoir, donc n'hésitez pas, bonsoir à toutes les deux, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat donc à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Voilà, merci. Et ce soir, eh bien, nous recevons avec grand plaisir Marie-Julia Guittier pour son livre « Expérience de naissance imminente ». Bonsoir Marie-Julia. Bonsoir Michael, bonsoir Caroline, bonsoir à tout le monde. Bienvenue Marie-Julia. Merci. Merci d'avoir été tout de suite présente et dire oui tout de suite. Hein, tu nous as dit oui c'est bon, avec plaisir pour l'émission, et voilà, je voulais le dire. Et je remercie aussi notre amie commune Sylviane Jung, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on est en contact. Donc voilà, merci à elle. Oui, merci à Sylviane. Et puis merci. Oui, je suis heureuse de participer à cette interview par la Radio Lotus. Et puis en plus, tu sais, c'est un sujet, comme je te le disais hors ligne, c'est un sujet vraiment qu'on aborde pas du tout. Je ne vais même pas dire peu, je veux dire pas, parce qu'on n'en a jamais parlé. Médiumnité, oui, communication médiumnique et tout ce que tu veux, oui. Mais par contre, le sujet dont on va parler, pas du tout, quoi. Et donc c'est très bien, tu vois, c'est une première. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit régulièrement, que beaucoup de choses qui sont véhiculées sur la conscience et qui commencent à être assez similaires. Et puis, oui. On m'a dit, mais ta recherche, elle amène vraiment du nouveau, quelque chose de l'air frais, en fait. Un sujet mais ça, c'est sûr. Qu'on n'a encore jamais abordé. Oui, c'est ça. Donc, on va en parler. Donc, ton livre « Expérience de naissance imminente », comme je le disais, aux éditions Très Daniel. Et toi, Marie-Julia, tu es donc sage-femme, docteur en sciences, passionnée de spiritualité. Le livre le montre, évidemment, forcément, quoi. Et puis, tu as créé aussi une fondation à Genève qui s'appelle Fondation pour la recherche en périnatalité, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, la FREP. La FREP, voilà, oui. La FREP, c'est une fondation qui est destinée à soutenir tous les projets qui pourraient apporter un plus dans cette période de la périnatalité. Oui. Soit des projets de développement ou alors des recherches scientifiques. Nous soutenons plusieurs recherches scientifiques et plusieurs projets. D'accord. En lien avec la naissance et puis la parentalité. D'accord. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours? Parce que bon, comme on dit, tu es docteur en sciences, sage-femme, mais comment est-ce que tu as voulu justement aller vers cette voie-là? Comment ça s'est passé pour toi? Oh, alors déjà pour être sage-femme, je dois dire que ce n'était pas une vocation. D'accord. Beaucoup de sages-femmes disent que c'était une vocation. Oui, c'est vrai. Pas moi, je dois le dire. Je n'ai jamais pensé à ce métier dans ma jeunesse et quand je passais mon baccalauréat à 18 ans, jusqu'au dernier moment, je ne savais vraiment pas quoi faire. Ça a été des rencontres, des synchronicités qui font que
J'ai passé ce concours pour rentrer à l'école de sage-femme sans du tout savoir dans quoi je m'engageais, mais plus en accompagnant des amies qui avaient très envie, elles, d'être sage-femme. Et puis, sur le petit groupe qu'on était, j'ai été la seule à être admise à l'école. Donc, c'était drôle. Et voilà, donc j'avais tout juste 18 ans, donc rentrer à l'école de sage-femme à 18 ans, c'était quand même pas une mince affaire, hein. La première fois que j'ai vu un accouchement, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais ici? Je- Jamais je pourrais faire ce métier. Mais je me suis accrochée, puis voilà, à 22 ans, je suis sortie avec mon diplôme en poche. Là, j'ai travaillé pendant vraiment très longtemps sur le terrain, comme on dit, c'est-à-dire comme sage-femme en salle d'accouchement, dans le postpartum, en service prénatal. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner des centaines de naissances, des centaines de parents. Et ça, aussi bien en France qu'en Suisse, que dans le secteur privé, dans le secteur public. Et j'ai même pu faire une fois un accouchement à domicile. Et puis, proche de la quarantaine, j'ai eu un tournant important dans ma vie qui fait que tout à coup, la recherche scientifique s'est présentée dans mon parcours professionnel d'une façon inattendue. J'avais toujours, en étant sage-femme dans un centre universitaire dans ces années-là, j'étais toujours très intéressée d'écouter les colloques scientifiques dans lesquels les médecins rapportaient les résultats des recherches pour décider de telle ou telle prise en charge pour telle ou telle patiente. Et je trouvais ça passionnant. Et puis, à un moment donné, ils ont cherché quelqu'un pour les aider à récolter des données. Et j'ai postulé. Donc, j'ai commencé par la première marche, en fait, dans la recherche scientifique en tant que petite main qui va collecter des données pour des recherches de médecins. Et petit à petit, j'ai eu envie de me former plus moi-même. Et j'ai commencé à faire un diplôme universitaire en recherche qualitative. Après, j'ai été happée par une école de sage-femme en Suisse qui a voulu utiliser mes compétences à la fois de sage-femme et de recherche pour enseigner la recherche aux futures sages-femmes. Et puis, peu de temps après, ils m'ont dit que ce serait quand même bien que je passe un doctorat, que j'ai une thèse de doctorat Oui. pour légitimer cette fonction d'enseignement, ce que j'ai fait au début de quarantaine, en fait. D'accord. C'est bien parce que c'est rare, en fait, de faire, je trouve, en tout cas, à partir de 40 ans, Oui, ces études-là pour continuer. C'est bien. oui, c'est C'est vrai. courageux, en tout cas, Et moi, je trouve. mes deux directeurs de thèse et le jury de thèse, le jour où j'ai soutenu ma thèse, étaient amusés de voir qu'au premier rang, il y avait mes 3 adolescents. Ah oui, j'imagine. Tiens, j'ai pas pensé à ça, mais oui, Ça leur arrive. c'est vrai que ça doit faire bizarre au début. J'imagine bien. Oui, c'est ça, quoi. Ça leur arrivait pas souvent d'avoir une soutenance dans cette configuration-là. Mais D'accord. oui, c'est ainsi. Je crois que je devais à la fois avoir cette fonction, cette expérience de sage-femme sur le terrain, et puis à la fois avoir un diplôme en recherche scientifique pour un jour relier ces mondes-là, je dirais, la science et puis l'aspect spirituel peut-être de En tout cas, la... pour le livre, évidemment, c'était vraiment très très bien, bien vu, hein, parce que bon, c'est quand même une recherche, ce livre, une recherche scientifique et spirituelle en même temps. C'est un récit mené par une équipe incluant des chercheurs. Il y a 10 médiums aussi qui ont participé. C'est Oui, il y a ça? 10 médiums. Alors ça, Ouais. c'était pas prévu, hein. Ah, c'était pas C'était prêt. Parce que c'était quoi la genèse de finalement de ce livre au départ? Enfin, qu'est-ce qui était prévu? Au début, ce n'était pas prévu d'écrire un livre. Au début, c'était Déjà, prévu oui. de faire une recherche scientifique et une D'accord. recherche scientifique. Alors l'inspiration, elle n'est pas arrivée comme ça sur le coin d'une table en me disant je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire d'original, pas du tout, parce que ma vie de professeur associé dans une université est très, très dense, très remplie. Et j'ai l'habitude de méditer depuis de nombreuses années, tous les matins, un petit moment. Et c'est à l'issue d'une méditation que cette idée s'est imposée dans mon esprit. Et ma première réaction a été de chasser vite une idée aussi saugrenue que Aussi, oui, j'ai envie de puissante, dire, quoi. parce que à la fois j'en ai vu l'énergie lumineuse et à la fois j'en ai vu la difficulté qui se présenterait Oui, de faire une telle recherche c'est dans du un milieu boulot, hein, c'est sûr. académique.
Donc, j'ai d'abord un peu lutté contre cette idée de recherche, mais elle ne me lâchait pas. Et ça, je commence à reconnaître un petit peu quand les choses se présentent comme ça. Donc, au bout de quelques jours, j'ai dû me rendre à l'évidence que si je ne faisais pas cette recherche-là, je sentais que je passais à côté presque de ma mission d'incarnation, peut-être. Ah oui, peut-être. Ah, tu vas Donc, jusque-là, tiens. Ouais, ouais. d'accord. Non, mais c'est vrai Voilà, que c'est... j'ai commencé, bah voilà, je me suis lancée. Une fois que j'ouvre la porte et que je me lance dans un projet, Mhm. j'y vais à fond, j'ouvre les vannes complètement, puis je réfléchis plus en fait. Donc Ah, mais c'est voilà. vrai que tu y allais à fond, là. Et puis en plus, ce qui est bien, enfin, te connaissant un petit peu, là, voilà, quand on t'entend parler, c'est l'écriture de ton livre. Donc quand on lit, on dit, ah, bah c'est bon, Marie-Julien, on l'entend parler. C'est pas compliqué, c'est pas une écriture, voilà, casse-tête, on va dire ça comme ça, quoi. Oui, c'est ce que les gens qui me connaissent me disent. Ils me disent, ah, Marie-Julia, quand on lit ton livre, on a l'impression de t'entendre parler. Mais c'est Et bien, ça, c'est bien. C'est vrai. c'est chouette, parce que déjà, ça Oui. montre que c'est moi qui l'ai écrit et pas Déjà, l'IA. oui, c'est vrai, t'as raison, Mhm. tiens, c'est vrai. C'est important quand même. Surtout qu'au Voilà. moment où je l'ai écrit, l'IA n'était pas encore là, mais bon. Oui, en Et la plus, oui. deuxième chose, c'est vrai que je me suis, quand ce livre s'est imposé, parce que le livre est venu après la recherche scientifique, hein, la Oui. recherche scientifique a été publiée fin 2022 dans un journal scientifique qui est un très bon journal qui s'appelle Explore, qui est un journal qui est référencé, comme on dit dans notre jargon, avec une cote, donc c'est un bon journal scientifique. Ça, c'était une vraie victoire de publier cette recherche dans un journal scientifique parce que beaucoup de personnes m'avaient dit que je n'y arriverais jamais. C'est vrai que c'est pas facile, mais ça s'est fait. Et c'est après la publication de l'article, en fait, que l'idée du livre en est venue vers moi. Les éditions Très Daniel sont venues vers moi pour me proposer d'écrire Ah, c'est eux un qui sont venus, livre. d'accord. Oui. Oui, Hmm. c'est eux qui sont venus vers moi. J'ai pas eu besoin de chercher d'éditeur. Ça s'est fait dans ce sens-là. Donc, j'étais un petit peu impressionnée au début parce que Ouais, je je leur ai dit comprends. que je suis une sage-femme, une chercheuse. J'ai Hmm. l'habitude d'écrire des articles scientifiques, mais un livre, je n'ai jamais fait ça. Mais ils ont été très encourageants. Et puis, je me suis fait confiance et j'ai écrit, comme vous le dites, comme je parle, avec mon être à moi, quoi. Oui, oui, mais c'est ce qui est beau, justement. Et donc, dans ce livre, eh bien, c'est sûrement... Enfin, je sais pas comment toi tu le présenterais, mais... Enfin, moi, pour ce livre, je le vois comme des questions qu'on pourrait se poser, des questions existentielles. Est-ce qu'on pourrait communiquer avec l'âme d'un bébé avant sa naissance? Est-ce que le bébé, si tant est qu'on puisse communiquer, il sait dans quelle famille il va tomber? Pourquoi est-ce qu'il va naître ici ou là? Enfin, c'est des questions comme ça, enfin, ce livre, donc. Alors, il y a deux parties Il y a deux dans parties, oui. la recherche scientifique. Hum, Il y a hum, une hum. partie qui était destinée à faire une science hein, dure, comme on peut le dire, Oui, avec des indicateurs, avec des vérifications de données. Et c'est-à-dire que, pour expliquer peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas lu le livre forcément, pour partir du début, peut-être les étapes de cette recherche. Donc oui, l'objectif, l'hypothèse de départ, si on veut, c'était existe-t-il une conscience de nous-mêmes, une conscience prénatale qui préexisterait avant notre naissance? Cette idée, c'était un peu pour faire miroir aux communications qui se font avec les défunts, qui sont de plus en plus rapportées. J'ai une amie qui est scientifique aussi en Suisse, qui s'appelle Evelyne Elsasser, qui a écrit un livre sur les vécus subjectifs de communication spontanée avec les défunts. Et donc, il y a de plus en plus de témoignages de subsistance, de persistance de la conscience, de l'âme, on l'appelle comme on veut, de l'esprit, après la mort et aussi durant la vie à travers les personnes qui font des expériences de mort imminente et puis qui sont des millions dans le monde maintenant à avoir raconté à peu près les mêmes expériences. Donc, en miroir à ces expériences de courant de vie ou de fin de vie, je me suis dit, et qu'est-ce qui se passe en fait au début de la vie? Est-ce que cette conscience qui semble perdurer après la mort, peut-être, hein, elle est déjà là avant notre naissance, peut-être qu'elle préexiste à cette naissance. Après, le défi, c'était comment explorer une telle question avec la science, parce que pour c'est moi, c'était ça. important
de faire se rejoindre la science et la spiritualité. Parce qu'il y a déjà des Oui. livres qui parlent de ces communications avec l'âme des bébés, hein. J'invente Mhm. absolument rien. Il y a beaucoup de livres, Oui, de témoignages, mais mais qui c'est ne pas sont pas scientifique. vérifiables scientifiques. Voilà, Donc, oui. Mhm. ma plus-value, c'était de faire de la science sur un sujet qui semble inabordable par la science. Donc, le livre, il raconte ça, il raconte à la fois l'inspiration, à la fois le déroulement de la recherche, et puis, parce qu'il y a eu plein de rebondissements, de surprises, et Oui. puis les résultats sur un sujet qui n'a jamais été exploré par la science auparavant, celui de tenter de communiquer avec l'âme des bébés durant la grossesse. Mhm. Alors, comment on a fait ça concrètement? Il y avait plusieurs étapes. Déjà, moi, quand un couple de parents était d'accord de participer, je commençais par faire un interview avec eux où je leur faisais parler de choses que je pourrais vérifier à travers des communications avec les fœtus. Par Mais attends, exemple, comment, excuse-moi, comment les parents sont venus à toi? Enfin, je veux dire, au départ, ok, il y avait bien sûr, avec les parents, des entretiens, des discussions, comme tu le disais, mais c'est parti de quoi? Enfin, pour trouver des parents comme ça qui veulent trouver bien des parents. participer. Oui, Alors, le recrutement, je me suis oui, le fait recrutement. aider par des collègues sages-femmes, des collègues D'accord. sages-femmes qui font des suivis de grossesse, tout simplement. Je leur ai donné un prospectus qui expliquait l'étude et puis je leur ai demandé de le donner à toute femme qui serait dans le deuxième ou troisième trimestre de la grossesse. Mhm. Et puis, ce sont les femmes qui venaient vers moi si le sujet leur parlait, si elles avaient Oui, envie de participer. Alors, ça s'est fait comme ça. Et après, au fur et à mesure de l'étude, il y a eu 11 familles, hein, qui ont participé. Je dis famille parce qu'il y avait... Les papas se sont imposés durant la recherche. Au début, j'imaginais interviewer que les mamans, mais en fait, les pareil papas... aussi, je me suis dit ça au début, tu vois, quand j'ai. Oui. Puis voilà, finalement, les papas étaient là aussi, quoi. Ah oui, puis heureusement qu'ils étaient là. Et ça fait partie des belles surprises et des résultats dans le livre. C'est la sensibilité des pères. Elle est tout aussi intense que celle des mamans. Donc voilà, les 11 familles, au fur et à mesure, les parents se cooptaient entre eux, ça c'était drôle, c'est-à-dire que des fois j'étais contactée par des parents qui n'avaient pas vu le flyer, mais qui me disaient: «Ah, on a été manger chez des amis, ils participent à votre recherche, c'est incroyable, on attend un bébé aussi, est-ce qu'on Ah peut oui? participer?» Bon, bah oui, d'accord. Mais c'est que ça devait se faire comme ça, hein. Et Mm, d'ailleurs, c'est la peut-être que mieux. même que ça vient peut-être des bébés en eux-mêmes, de l'âme des bébés. Oui, Mm. j'avoue que, alors ça c'est pas scientifique de le Non, non, dire c'est pas comme... scientifique, mais bon, on Mais pourrait se dire ça. je me demande si ce ne sont pas les bébés, les âmes fétales qui ont Voilà. amené les parents Mm. vers moi, comme s'il y avait une C'est, coopération c'est du monde ça. invisible. Oui, Mm. tout à fait. On peut en émettre l'hypothèse. Mm. Et Donc, donc, Caro, tu moi, je voulais dire? commençais par faire un interview avec les parents et puis je leur posais des questions sur des choses vérifiables, c'est-à-dire racontez-moi comment se déroule la grossesse, est-ce que vous avez déjà choisi le prénom de votre enfant? Qui a choisi le prénom? Euh, je leur donnais aussi un questionnaire pour se décrire physiquement très précisément leur caractère. Je leur demandais où ils habitaient, s'ils pouvaient décrire leur environnement, s'ils avaient des animaux de compagnie. Enfin, des choses comme ça qui pouvaient être vérifiables quelque part. Et ensuite, je disais à l'équipe de médiums qui avait été constituée, alors je fais une petite parenthèse sur l'équipe de médiums parce que beaucoup n'aiment pas du tout se faire appeler médium. Pour eux, c'est un terme galvaudé enfin, plusieurs ne se reconnaissent pas dans ce terme-là. Alors, ces personnes préfèrent se faire appeler des personnes douées d'un sixième sens ou des personnes hypersensibles. Mais par facilité, dans l'article scientifique et dans le livre, je les ai appelés médiums et je m'en excuse. Donc, je Bah, continue en de les même temps, appeler. je vois pas trop comment tu aurais pu les appeler autrement, mais bon, enfin, je sais pas, hein. Oui, Caro, je Non, c'est un comprends mot pas non c'était bah plus. non, plutôt... t'es médium, Caro, tu vas Oui, pas c'est dire. ça, il faut assumer, quoi. Bah oui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des remarques que j'ai eues de certains d'entre eux, de ne pas se faire appeler médium. Et donc, cette équipe de médiums, je l'avais constituée avant de démarrer la recherche. J'en voulais 3 initialement. Ça me semblait être un chiffre euh,
comme ça, de façon arbitraire, je dirais. Je voulais pas une seule personne parce qu'une seule personne, enfin quand je dis je, c'est nous, hein, l'équipe des chercheurs, j'en parlerai après. On voulait pas une seule personne parce qu'une seule personne, ça lui aurait fait porter trop de responsabilités sur les épaules, d'une part, et puis je ne voulais pas non plus que ça nourrisse un ego personnel, ça c'est aussi important pour moi. Et puis, je m'étais aussi inspirée, j'avais beaucoup lu sur les travaux de Julie Béchel, qui est une Américaine qui travaille dans un institut qui s'appelle le Windbridge Institute, qui est un institut qui fait de la recherche sur les médiums, justement, et sur comment utiliser les médiums dans la recherche. Et Julie Béchel, elle a fait plein de publications où elle donne des recommandations pour les chercheurs qui aimeraient travailler, enfin, utiliser des médiums et elle explique comment faire. Donc, je me suis servie aussi de ces recommandations et elle recommande d'avoir plusieurs personnes parce que chacun a son canal, ses habiletés spécifiques. Et avoir plusieurs médiums permet d'avoir plus de données, en fait, sur une même âme. Alors, au début, j'en voulais 3 et j'avais trouvé 3 par bouche à oreille, assez proches localement, je dirais. Et il se trouve que je leur avais promis que je cherchais un financement pour nous payer tous, hein, pour faire cette recherche, les chercheurs et puis les médiums. Mais je n'ai pas trouvé. J'ai frappé à beaucoup de portes qui se sont soldées par des échecs successifs. C'est très difficile de financer Financer pour ça, en même temps, c'est vrai que traditionnel, mais c'est sur un ça, sujet quoi. comme celui-là, non, ça l'a pas Ça fait. passe pas. Voilà. Et quand j'ai annoncé au médium que je n'avais pas de fonds, deux d'entre eux m'ont laissé. Et je leur en veux pas, hein, on peut pas tous travailler bénévolement. Donc, mais ce qui a été chouette, c'est qu'en partant, ces 2 personnes m'ont donné des noms de très bons médiums qu'elles connaissaient de réputation. Bon, Donc, déjà, ça c'est bien. Je m'en vais, oui, mais je te laisse quand même au cas où, comme ça, c'est ouais, bien. c'est ça. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, D'accord. j'ai contacté d'autres. Et puis après, certains sont venus à moi spontanément parce que, je sais pas, ils avaient entendu parler par leur patiente qu'elle participait à une recherche, et puis ils me contactaient, ils avaient envie de participer. Et je me suis retrouvée très vite, alors aux 3 prévus, mais aux 5, 8 et même 10. Et j'ai été dépassée. Là, j'ai eu l'impression que cette constitution de l'équipe des médiums, elle m'échappait complètement, en fait. C'était décidé là aussi par plus grand que moi, je Oui. crois. Mais après, comment Mm. tu savais que c'était vraiment des médiums? Parce que maintenant, tu sais, beaucoup de gens se disent médiums, hein. Il y en a tous les jours, des médiums. Enfin, voilà, Ouais. est-ce que... Enfin, Ouais. c'est pas facile aussi, quoi. Non, ça, c'est pas facile. Et ça fait partie d'un biais de ma recherche et d'une faiblesse de ma recherche, hein, ça, c'est sûr. Parce que là, pour recruter des médiums, il n'y a pas de CV, en fait. Il y a que de Mais la voilà, c'est réputation. ça. Et exactement. C'est pas facile, hein, pour Il y ça. a de la réputation. Alors, Oui. nous, Oui. nous sommes basés sur de la réputation. Il y en a qui sont médiatisés, d'autres pas du tout. Bah, regarde, il y a Caroline, elle est Euh, pas... Elle aurait pu aussi, hein, tu vois. Bah oui, ben voilà. Oui, Voilà. Et mais j'allais je ne dire, l'ai pas connue Ben non, je à sais, moi justement, c'est ça. j'allais dire, on peut, enfin, je pense qu'on est tellement différents tous. Ouais. Je veux dire, moi, je n'ai jamais communiqué avec un fœtus, par exemple. La majorité, la grande majorité des personnes douées d'un sixième sens vers qui je suis allée n'avaient jamais fait ça. Donc, c'est un Mhm. défi, un pari qu'elles Mais ont oui, c'est une relevé en même expérience, temps. forcément. Oui. Et puis, on l'a pris comme ça. On s'est dit, c'est exploratoire. Personne n'a jamais fait ce recherche comme ça. Il faut bien se lancer. Vous avez des bonnes capacités quand il s'agit de communiquer avec des fins. Faites-vous confiance. On essaye. Puis, s'il n'y a rien, il n'y a rien. On verra bien. Et nous sommes partis de cette façon-là. Donc, pour revenir aux séquences, une fois que j'avais fait l'interview avec les parents, après, j'envoyais un message à tous mes médiums en même temps en leur disant, bah voilà, il y a un bébé test qui vient d'arriver. Je leur donnais aucune indication. Il y avait des numéros, numéro 1, 2, 3, 4 jusqu'à 11. Et avec les chercheurs, on leur avait fait une grille d'entretien, c'est-à-dire des questions précises qui étaient destinées à confirmer ce qu'on avait cherché dans l'interview aux parents. Donc, euh, bien sûr, les médiums demandaient toujours à l'âme contactée si elle était d'accord de communiquer. Bon, si ça n'avait pas été le cas, elle se serait juste pas présentée. Hein. Faut pas s'inquiéter, Non, non, bien sûr, elle aurait pas... on peut Ouais, c'est forcer ça. personne dans cet Exactement. espace-là. Mm. Mais on posait quand même la question. C'était une façon d'ouvrir avec respect le dialogue.
Et ensuite, ben, les médiums posaient ces mêmes questions. Peux-tu nous décrire tes parents physiquement, leur caractère? Peux-tu décrire là où tu t'incarnes? Sais-tu si ton prénom est choisi? Peux-tu nous le donner? Enfin, plein de questions comme ça. Ensuite, quand l'équipe scientifique avait été constituée, donc les autres chercheurs avec moi, je vais les nommer, c'est important. Il y a Renaud Evrard, qui est un chercheur en psychologie qui travaille à l'université de Nancy, puis qui a écrit plusieurs livres sur les expériences qu'il appelle exceptionnelles, sur les expériences de mort imminente également. Et il y a Magali Eckermann. Magali Eckermann, c'est une gynécologue obstétricienne qui a un diplôme universitaire en état modifié de conscience. Elle travaille en Belgique. Renaud Evrard est en France, donc je l'ai dit. Et puis, j'ai aussi eu la chance de travailler avec un institut américain qui s'appelle IONS, Institute of Noetic Sciences, qui est un institut qui fait de la recherche sur les états modifiés de conscience, sur la conscience sous toutes ses formes. Oui. Et cet institut, pour l'histoire, une jolie histoire, la création de cet institut, puisqu'elle a été créée en 1973 par Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, c'était un astronaute qui fait partie des astronautes qui ont voyagé pour aller sur la Lune à l'époque. Et c'est en revenant d'une mission sur la Lune qu'il a eu probablement une expérience spirituelle intense. Et il est revenu en disant, lui qui était un scientifique, tel que sont les astronautes, Oui. il est revenu en disant qu'il fallait faire de la recherche scientifique sur la conscience. La grande conscience, des plus grandes consciences cosmiques, planétaires, jusqu'aux plus petites consciences de l'humain et peut-être plus petit que l'humain encore. Et c'est lui qui a initié la création de ce centre de recherche en Californie, le centre IONS, qui existe toujours et qui fait beaucoup de recherches, beaucoup de publications scientifiques, qui accompagne beaucoup de doctorants. Et la directrice de l'équipe de recherche s'appelle Elane Vabé. Je l'ai contactée, puis quand j'ai pu lui faire un Skype avec elle et puis lui expliquer mon projet, elle était là, waouh, 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 mais comment ça se fait? On n'y a jamais pensé. Elle était assez scotchée de l'idée, en fait, de chercher des preuves d'existence qui préexisteraient à la naissance, parce que depuis toutes les années où ils font de la recherche sur la conscience, ils n'avaient jamais eu cette idée-là. Donc, elle a cherché comme moi, elle a cherché partout sur les moteurs de recherche, les scientifiques, si des recherches avaient déjà été publiées sur le sujet, puis elle est arrivée à la même conclusion que moi, il n'y en avait pas. Et Elane Vabé, en fait, elle a été très importante parce qu'elle m'a proposé, encouragé de profiter, de poser des questions aux âmes fétales dont les réponses ne seraient pas vérifiables. Moi, au début, j'avais un petit peu la tête dans une boîte carrée. Je trouvais que le sujet était déjà Assez complexe quand même. assez complexe, Ben oui, donc je voulais rester déjà. dans des choses factuelles Oui, ça se pour du comprend en même factuel, temps. des choses vérifiables que vérifiables. Voilà, oui. Et d'ailleurs, dans l'article scientifique publié, on n'a publié que cette partie des résultats parce que pour le reste, c'est encore compliqué avec la vision matérialiste de la science majoritairement en ce moment. Et donc, ces questions non vérifiables, elle m'a fait une liste, elle-même, elle m'a écrit, elle m'a proposé de demander au fœtus, est-ce que tu sais pourquoi tu viens sur Terre? Est-ce que tu as choisi tes parents? Qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vis? Est-ce que tu as une mission de vie? Enfin, Oui, des des questions choses comme comme ça. ça. Mais c'est des questions Donc, qu'on se pose en même temps, tu sais. en même temps, c'est vrai, ce sont des questions qu'on se pose, ce sont des questions auxquelles certaines personnes donnent des réponses sans avoir de source identifiée pour donner des réponses. Et donc, oui, on a décidé en équipe de les mettre dans l'interview aux âmes fétales. Et c'est aussi de la science parce que l'analyse des réponses à ces questions-là, bien sûr, on ne peut pas dire que c'est la vérité. On ne peut pas vérifier rien du tout. Mais on les a analysées d'une façon scientifique, dans le sens où on recherche, on peut faire aussi de la recherche, ce qu'on appelle la recherche en sciences humaines, en sciences sociales, la recherche dite qualitative,
qui consiste à aller, comment dire, prendre, enfin, écouter l'expérience vécue par des personnes. Et on ne la juge pas, on n'est pas là pour se dire c'est vrai, c'est pas vrai. Ça peut être n'importe quelle expérience. Ça peut être l'expérience de la maladie en médecine, ça peut être l'expérience de la guérison, ça peut être une expérience d'un accident de voiture, d'une expérience de mort imminente, peu importe. L'idée, elle est d'écouter ce que la personne a vécu sans la juger et puis d'en tirer du sens qui pourrait être partagé avec un plus grand nombre. Mhm. Et c'est ce qu'on a fait pour cette partie-là. Bon, je l'ai fait plutôt seule, cette partie-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans financement, les chercheurs, C'est tout le pas monde a facile, hein. travaillé bénévolement. Mhm. Mais là, on a passé tellement de temps à faire l'analyse des 33 entretiens réalisés. On a reçu 137 rapports de C'est médiums. énorme, hein. C'est Chacun énorme. faisait 2 tentatives de communication par Mhm. fœtus, hein, et voilà, ils étaient nombreux. Donc, on s'est retrouvé avec plus de 1500 codages Ah à oui. analyser. Puis il y a des Euh, analyses croisées aussi. voilà, on a fait au mieux. On a dû Mhm. inventer une façon de faire l'analyse Eh puisqu'on oui. a une référence, donc on a dû être créatif. Et là, Renaud Évrard a été très imaginatif et je le remercie beaucoup pour ça parce que c'est quand même lui qui a eu l'idée de faire. On a fait des tableaux. En fait, on lisait les rapports des médiums à deux et puis on se mettait d'accord sur est-ce que ça match ou est-ce que ça matche pas avec l'entretien de la maman, enfin des parents. Ensuite, la troisième personne faisait l'analyse tout seul de son côté, puis codait. On s'était mis à une grille de codage. On avait fait ensemble une grille de codage à l'aveugle. Et puis après, on faisait une réunion à trois, puis on regardait s'il y avait un consensus entre nous trois ou pas, et puis on discutait si c'était pas le cas jusqu'à trouver un consensus. Alors c'était très long, c'était beaucoup de travail. Donc ça nous a pris du temps. Et c'est pour ça que la suite, l'analyse des réponses aux questions non vérifiables, je l'ai fait au moment d'écrire le livre en fait, beaucoup plus tard. Mhm. En Parce tout que cas, si je le c'est faisais pas bien. pour le livre, Non, si mais c'était pas c'est bien possible. détaillé, c'est bien expliqué, parce que en plus, tu expliques que les bébés, enfin, en tout cas, les communications sont vraiment pleines de sagesse, de profondeur. Vous avez eu quand même pas mal de réponses. Énormément de réponses. En fait, on a eu des réponses pour toutes ces questions. Oui, oui, voilà. Mhm. Et c'est vrai, comme tu le dis, quand on les lit, elles sont jolies, quoi. Il y a une forme de sagesse, d'enseignement, de poésie dans les façons de répondre à ces questions-là. Oui, oui, mais je Et trouve, en tout ils cas, je l'ai pris connaissent comme leur ça. date de naissance en plus, avec l'histoire du 27. Oui, certains, en fait, ils étaient, oui, c'est assez doués parfois pour nous dire à quel terme de gestation ils étaient à peu près. Et puis aussi il y a une des âmes participantes qui nous a annoncé, je crois que c'est Barnabé, je les ai nommés dans le livre, ils ont chacun un prénom qui n'est pas le prénom original, vous l'avez bien compris. Mais je crois que c'est le Barnabé, notre rencontre numéro 11, qui nous a dit qu'il allait naître. Il nous a dit ça à la 33e semaine, donc à la fin du Ah oui. 7e grossesse. Il nous a dit qu'il allait naître, pas cette année, mais quelques jours après le passage à la suivante. Et il est né exactement quelques jours Ça correspondait vraiment. en Ouais. janvier. Oui, Et oui. ça, c'était Et rigolo. est-ce que tu as l'impression qu'ils le savent de je ne sais où, ou ils l'entendent de la part des gynécologues le moment de gestation? Ah, ça, je peux pas dire. Le moment de gestation, j'en ai aucune idée. Si c'est quelque chose qui est entendu, répété, ou si c'est une connaissance intuitive, Mhm. parce que certains nous donnaient carrément enfin, des trimestres où ils nous disaient pas, je suis à 34 semaines plus 4 jours, hein. Ça, c'est jamais arrivé quand même, hein. Ouais. Non, non, ils nous donnaient des choses plus vagues que ça. Ils nous disaient, je suis à la fin du deuxième trimestre, je suis aux moitié de ma gestation, ou je suis à la porte est grande ouverte, hein. J'arrive, je vais naître dans quelques jours. Et puis, ben, effectivement, cette âme-là est née 9 jours après cet entretien-là. Donc, ça, personne ne pouvait le savoir.
Les accouchements ne sont pas, enfin, ceux-là, en tous les cas, n'étaient pas programmés et c'était annoncé comme s'ils le savaient. Il y a le terme, mais il y a aussi la façon dont ils allaient naître qui nous a été annoncée plusieurs fois et qui a été confirmée. Par exemple, ma naissance va être très rapide. Ben oui, ma naissance était particulièrement rapide. Un autre âme fétale nous avait dit, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Sa naissance, c'était original. Ah, j'ai oublié exactement le mot qui avait été utilisé pour dire que c'est spécial. Voilà, ma naissance allait être spéciale. Bon, en entendant ça, bien sûr que il faut savoir une chose importante, c'est que les médiums ne rencontraient jamais les parents. Ça, Oui, c'était ah oui, c'est ça aussi qui est éthique. important. Oui, Ouais, c'est oui, une oui. posture éthique très importante. Oui, oui, Il c'est n'était vrai. pas question que les médiums rencontrent les parents pour le sujet de recherche lui-même, parce qu'il fallait qu'il soit à l'aveugle. Ça faisait partie des recommandations de Julie Béchel, mais pas que. Aussi d'un point de vue éthique pour protéger les parents. Parce que je profite de le dire maintenant, c'est en général ce que j'aime bien dire en conclusion, quand un petit peu en drapeau rouge, à ne pas oublier, c'est que cette recherche, euh, elle est absolument pas destinée à proposer un nouveau mode d'accompagnement de la grossesse qui serait d'aller consulter des médiums durant la grossesse pour parler avec son bébé, puis avoir des informations sur qui il est, pourquoi il vient, et puis et des choses que nous on a fait dans le cadre expérimental ici. Là, c'est une posture importante des quatre chercheurs qui est affirmée dans le livre. On déconseille fermement aux futurs parents d'aller consulter des médiums durant la grossesse. Alors bon, je vais peut-être pas me faire amie de tous les médiums de France en disant ça, mais c'est une posture Ah éthique. non, mais je trouve ça normal, moi. Ouais, bah merci Caroline. La majorité C'est important. des médiums avec qui j'ai pu discuter sont d'accord, mais j'en ai quand Mhm. même rencontré deux qui étaient fâchés, donc Oui, ça bah peut. après, c'est pas grave, tu sais, il y a de tout. Bah, d'ailleurs, Mhm. c'est bien que tu le dises parce que Caroline, tu nous disais, ça, si tu veux bien expliquer, quand tu as attendu ton enfant par rapport à la médiumnité, voilà, parce que ça aussi, je trouve que c'est important, quoi. Oui. Ah ben oui, mais je n'ai pas grand-chose à dire à part que quand je suis tombée enceinte, ma médiumnité s'est complètement coupée. Mais complètement, je ne ressentais absolument plus rien, je ne voyais plus rien. Même ma grossesse s'est très bien passée jusqu'à 6 mois et après ça a été un désastre où on a failli mourir tous les deux. Donc est-ce que c'était une forme de protection aussi, de ne pas aussi être fatiguée par tout ce que j'aurais pu capter en dehors de ça? J'en sais Mhm. rien. Et je ne peux même pas dire que j'ai capté moi-même que ça allait très mal se passer. Parce que j'avais mis toutes les chances de mon côté au départ, donc pour que tout se passe bien. Donc, mais ça a été une catastrophe. Mais justement, par rapport à ça, je me dis, c'est quand même assez dangereux justement de vouloir consulter un médium en étant enceinte, parce que il y a quand même énormément de grossesses gémellaires, en fait. Où ils sont, enfin, où on a deux fœtus, enfin, ou deux embryons, enfin bref, et qu'il y en a un qui ne tient pas. Donc, je suppose que l'autre est conscient de tout ça et le vit. Oui, Et alors ça ça, pourrait être c'est- rapporté. Donc, enfin, le médium pourrait le capter aussi. Enfin, c'est un peu. bon, rassure-nous, Caroline, comment va ton petit bébé de Ah, mais 7? il va très bien, il a 20 ans. Merci, merci, parce qu'avec tout ce que tu nous as dit, là, on peut Oui, oui, non, mais se j'ai fait une demander éclampsie, mais comment les choses s'étaient voilà. terminées pour bébé, quoi. Donc, tant mieux si les... Ben, c'est très étrange aussi, mais je pense qu'il y a eu peut-être communication aussi, parce qu'en fait, c'est hyper perso, mais en fait, j'avais vu le film Gladiator avec Joaquin Phoenix. Et quand j'ai vu ce film, il n'était pas question que j'ai un enfant. Enfin, je ne pensais pas en avoir un, quoi. Et j'avais vu le nom de l'acteur au générique et j'avais mais flashé sur le prénom, quoi. Et j'avais dit, si j'ai un fils, enfin, en tout cas, si j'ai un enfant un jour, il s'appellera Joaquin. Et ça ne m'est jamais sorti de la tête, cette histoire-là. Et puis, le temps passe et je tombe enceinte. Et évidemment, je reste sur ce prénom. Et mon ex, donc le père de mon fils, lui, il ne voulait absolument pas de ce prénom, hein. Donc, c'était hors de question. Et, mais moi, je tenais bon. Et au final, ma grossesse se passe bien pendant 6 mois, puis après ça commence un petit peu à dégénérer.
Et on va au cinéma et le hasard fait que on va voir le film Le Village avec Joaquin Phoenix comme acteur dedans. Et là, pendant le film, je me dis, enfin, j'étais en train de lui parler finalement à mon fils, parce que moi, je l'appelais tout le temps Joaquin aussi, finalement. Et je lui dis, je ne te sens plus. Et si, enfin, je sentais plus qu'il bougeait, en fait. Mhm. Et je dis, enfin, je lui ai parlé pendant le film, je lui parlais, je lui disais, allez, c'est grâce à lui que tu t'appelles comme ça, il faut que tu bouges, il faut que tu bouges. Et donne-moi un signe, quoi. Et il ne bougeait pas. Et en fait, j'ai été emmenée à l'hôpital d'urgence, en fait, le lendemain, et j'ai accouché le lendemain. Mhm. Donc je me dis, il y a eu enfin, il y a eu un début avec le prénom, et il y a eu un fais attention, c'est le moment, avec la vision de ce film, et le fait que je lui ai dit, mais bouge, je te sens plus. En fait, j'étais en train de faire une éclampsie, hein. Donc, Donc, si on donc je part pense que le du fait que prénom était quand même important. si on part du postulat que le hasard n'existe pas, on peut regarder tout ça avec quelque chose de tout à fait euh, planifié pour sauver Mhm. petit garçon, quoi. Le fait qu'il ne réponde pas, qu'il bouge pas, t'a inquiété et ça a permis peut-être de lui sauver la vie. Donc, c'est Ouais. intéressant. Je Mm. reviens sur le pourquoi pas consulter des médiums. C'est pas au fait de jumeaux potentiels que je pensais en disant ça. C'est par rapport au fait que pour moi, sage-femme, protectrice de la naissance, cette rencontre avec les parents de l'enfant et ses parents doit rester quelque chose de sacré, quelque chose dans lequel on n'intervient pas. Mhm. Parce que si on va consulter durant la grossesse, on va avoir affaire à un médium qui sera plus ou moins bon, hein, parce que c'est une réalité quand même. Il y a des gens très, très doués et Mhm. puis des gens moins. Nous, on a quand même pu observer dans notre étude que sur toutes les vérifications qui ont faites, même si on a eu 69% de choses qui ont été vérifiées comme exactes, c'est énorme, c'était encourageant, mais ça veut quand même dire qu'il y a 31% qui étaient faux. Donc, c'est quand même un tiers. Alors, imaginez qu'on vous dise des choses en plus absolument invérifiables, comme votre enfant vient pour travailler la lignée maternelle ou il vient pour embêter son frère ou je ne sais quoi. Ça va vous Mhm. rester dans l'esprit malgré vous. Et puis, dès qu'il y aura un peu une bagarre entre frères et sœurs ou dès qu'il sera un petit peu en opposition avec sa mère, ce sera «Ah, bon, on nous avait prévenu. Ah, bah oui.» Et en fait, ça va changer l'histoire, ça va changer la relation. Et ça, moi, je ressens profondément, mais tous les chercheurs et la majorité des médiums le ressentent aussi, c'est pas juste de faire ça. Donc, nous, on l'a fait pour la recherche dans un but d'ouvrir les consciences à la continuité, à l'hypothèse, enfin, de la continuité de vie, de conscience qui perdurerait tout le temps, en fait. Mais on l'a pas faite dans un objectif de développer un mode de suivi de grossesse, surtout pas. Alors, ne le faites pas. C'est pour ça qu'à la fin du livre, ça m'a été dicté, je dirais, comme ça, quoi, dans mon esprit. C'est-à-dire, quand je suis arrivée à la fin du livre qui raconte les résultats scientifiques et puis que je mets en garde les parents contre tout ce que pourrait avoir comme conséquence négative le fait d'aller voir un médium durant la grossesse, il y a quelque chose qui m'a dit en moi, mais tu peux pas leur donner envie comme ça parce que dans ces 11 histoires qui sont racontées très en détail dans le livre, où il y a énormément d'exemples de choses qui coïncident, qui sont très troublantes, qui sont très jolies, qui sont absolument inattendues. Tu peux pas leur donner envie comme ça, et puis à la fin leur dire, mais non, n'y touchez pas, n'y allez pas, c'est pas pour C'est vous. ça va pas du tout, Donc, quoi. il y a quelque chose qui m'a dit en moi, propose-leur une alternative, enfin pas une alternative, mais le message, c'est que c'est aux parents eux-mêmes de se mettre à l'écoute de leur enfant avec cette idée de s'ouvrir à et si c'était vrai, quoi. Et si C'est c'était plutôt vrai, ça, une ouverture, quoi, peut-être, après. C'est oui, ça. une ouverture dans Mm. l'idée de tout simplement ouvrir son esprit à
et si c'était vrai que peut-être mon bébé m'a choisi, et si c'était vrai que peut-être C'est mon ça, oui. bébé, son âme tourne autour de moi, m'observe, Et depuis a envie quand? d'interagir, et puis, Hmm. et puis essaye de m'influencer pour choisir tel prénom, essaye de m'influencer pour Oui, tel c'est vécu. intéressant ça. Même pour Est-ce qu'on a eu? l'incarnation, pour la réincarnation, est-ce que il y a plein de questions qui peuvent se poser aussi, quoi. Pourquoi toi? Pourquoi tu serais ma maman? Pourquoi mon père? Enfin voilà. Il y a beaucoup de questions donc, qui vont dans ce sens-là. Et c'est vrai, non mais t'as raison, c'est immense en fait quand on y réfléchit, hein, vraiment. Ah oui, c'est absolument immense. C'est pour ça Hmm. qu'on a été un peu débordé parce Ben que oui, c'est ça ça, allait dans quoi. tous les sens parce qu'il y a eu plein de thèmes absolument inattendus. Oui, Euh, donc je termine avec cette invitation pour les parents, c'est vraiment de se mettre eux à l'écoute. Donc je propose dans le livre une technique toute simple, hein, qui est de relaxation et puis d'écoute à l'intérieur d'eux et puis de faire confiance que on va pas leur parler à l'oreille, hein, ça arrive exceptionnellement ça. Par contre, il y aura des idées comme ça, des fulgurances, des envies de prénoms qui arrivent d'un coup d'une façon inattendue, qui sont parfois confirmées avec une camionnette qui passe à un carrefour où ce prénom-là est écrit dessus. C'est des histoires comme ça qui sont racontées dans le livre et c'est comme ça que ça peut se passer dans la vraie vie. Et je crois qu'il faut que ça reste comme ça. Les parents oui. vont capter ce qui est bon pour eux de capter et le reste, on s'en Oui, fiche. c'est bien comme ça. Oui. Alors, tu sais, Merci. Marie-Julie, il y a plein de questions, Merci. si tu veux bien. Il y a déjà, il y a Mhm. plein. Bon, on va continuer après, mais il y a plein de questions sur le chat, si tu veux bien. Comme ça, déjà, merci hein, pour tout ce que vous posez comme questions, les amis. C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. Mhm. Voilà. Alors, Alors, il y a Florence qui demande sur des échographies, Marie-Julia a-t-elle déjà pu voir des images ou formes étrangères au fœtus? Parce qu'elle, elle dit que oui. Des formes étrangères au fœtus. Alors, ce qui nous est arrivé pour 30% de nos participants, ce qui est quand même important, c'est qu'il y a un doute sur l'existence d'un jumeau, justement, qui serait parti en début de grossesse. Dans le sens où les mamans, dans l'interview, spontanément décrivaient une perte de sang importante avec l'idée que la grossesse s'en allait, qu'il y avait une fausse couche en cours, donc avec beaucoup d'inquiétude, puis hop, non, la grossesse continue. Et pour ces trois mamans-là, eh bien, dans les communications médiumniques avec leur fœtus, on a eu 3 fois des témoignages qui disaient, au début, je n'étais pas seule. Maintenant, je suis le seul à grandir. On a eu aussi une petite âme m'accompagnait au début de la gestation, mais elle est partie maintenant. Elle n'a pas pu rester avec moi. Et on a même eu quelque chose, ça c'est peut-être encore un peu à part, mais une âme qui nous a dit, parce qu'on leur demandait s'ils étaient le premier, le premier enfant. Puis il y en a un qui nous a dit, bah non, je suis pas le premier. Mes parents ont déjà eu un enfant, mais je suis le premier à arriver, enfin à naître vivant. Bon, moi j'étais surprise parce que la maman m'avait dit que c'était la première grossesse, tout ça. Donc lors du deuxième entretien, parce que je faisais toujours un deuxième entretien pour voir comment la grossesse se passait, pour aussi vérifier des éléments que j'avais reçus dans les rapports de médium et que je ne comprenais pas, puis qui pouvaient être vérifiés. Donc là, sur la pointe des pieds, j'ai reposé cette question de la première grossesse, où est-ce qu'il y avait eu des fausses couches, des avortements. Et puis là, les deux parents m'ont dit que effectivement, il y avait eu une première grossesse, mais qu'ils ne l'avaient pas gardée. C'était un choix de parents. Et donc voilà, je l'avais appris par un rapport de médium. C'était inattendu. Alors pour répondre à la question des formes étranges, des choses dans le sens d'une possibilité qu'un jumeau a existé, oui. Autre que ça, non, je sais pas. On n'a pas fait d'études des échographies, hein, c'était pas le but de la recherche, hein. Il faudrait faire des études spécifiques sur un sujet comme celui-là. Ça pourrait être intéressant. J'ai jamais entendu ça, hein, faire regarder les images précoces d'échographie pour regarder s'il y a des choses autres que ce qu'on attend. Pourquoi pas? oui, Mm. d'accord. Alors, Florence demande est-ce qu'il arrive qu'un bébé prévienne qu'il ne va pas s'incarner? Euh,
Dans, parmi nos 11 tests, hein, non, aucun ne nous a dit qu'il n'allait pas s'incarner. Et puis, Dieu merci, ils sont tous nés et vivants et ils vont très bien. Euh, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir un médium durant une grossesse, parce qu'imaginez qu'on vous dit ça. Vous êtes enceinte et puis on vous dit, le fœtus dit qu'il ne va pas s'incarner. Ben, bonjour, la fin de grossesse, et puis rien de tout. Et puis vous allez juste vous gâcher complètement la fin de vous faire un stress énorme qui va ressentir ce pauvre Et alors, bébé. peut-être qu'il ne va pas s'incarner alors qu'il se serait incarné. Sinon, En plus, finalement. on va peut-être faire un choc tel que Ben, c'est ce ça. deviendra une prophétie auto-réalisatrice. Malheureusement. Donc, encore un argument pour Ben, ne voilà. pas les questionner durant la grossesse. Par contre, je peux rebondir quand même par rapport à cette question sur, on a eu deux histoires de probable réincarnation dans notre panel d'études avec Noan et puis Samantha. Et si je pense à Noan, il a expliqué que la première fois, il était venu se présenter à sa mère. Il a été très précis. Il a expliqué qu'il était venu se présenter à sa mère 5 ans auparavant, mais que les circonstances n'étaient pas prêtes pour son arrivée, de son côté à lui et du côté de sa mère. Et il se trouve qu'il y a 5 ans, cette femme a eu une grossesse. Elle a accouché d'un petit garçon qui est décédé quelques heures après la naissance. Et puis là, ce petit Noah nous disait qu'il était l'âme de ce premier bébé qui revenait pour retrouver l'énergie de sa mère. Et aussi parce que les circonstances maintenant étaient possibles de venir. Et il faut savoir que le papa a changé entre-temps. Le papa du premier petit garçon était parti durant la grossesse, de toute façon, du premier. Et là, c'était un autre papa qui était très présent. Alors, peut-être que ce choix de venir, mais de ne pas rester, était quelque chose décidé par l'âme du bébé. C'est une hypothèse possible. Partons sur l'hypothèse qu'on choisit ses parents. J'ai C'est encore tout à envie de fait. rebondir sur ça parce que peut-être que la question, pardon, le prénom de la personne, j'ai oublié, Florence. Florence. Alors peut-être que la question de Florence est aussi en lien avec les fausses couches ou même les IVG. Et c'est possible, pourquoi pas. Mais ça, c'est pas ma recherche qui peut le dire, puisque nous, on n'a pas été dans ces situations-là. Mais pourquoi pas? Peut-être que des âmes viennent juste pour euh, créer quelque chose dans la vie d'une femme, la vie d'un couple, mais que l'objectif final n'est pas de rester. N'en sais rien. En tous les cas, je profite de dire le deuxième affirmation, de position des chercheurs. En plus de ne pas consulter les médiums durant la grossesse, c'est important pour moi de dire que nous sommes tous pour le droit à l'avortement des femmes. Et on l'était avant la recherche, mais les résultats de cette recherche ont en plus conforté l'idée qu'on ne peut pas mettre fin à la vie d'une âme. L'âme est et l'âme vit tout le temps. Et on a eu plusieurs jolis messages en fait qui nous ont expliqué ça de façon très, très jolie. Je pense à la métaphore du champignon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Michael. Oui, c'est pareil, c'est dans les messages aussi, c'est ça. C'est assez long, je ne sais pas, Oui. pas le temps de la lire, mais c'est très joliment. Non, mais c'est vrai que mais justement, raison de plus pour que les auditeurs le lisent, le livre. Attends, c'est ça, Marie-Julia, merci. Oui, non, mais il y a plein de belles communications. Oui, et on a aussi une autre âme qui nous a expliqué que c'est le même processus pour chacun selon les liens d'âme et que si le plan change, donc c'était vraiment insisté, si le plan change, c'est une autre famille d'âmes qui nous accueille avec ça, similaires. Oui. Car le libre arbitre permet aux humains de changer certaines petites routes. Donc ça, c'est important pour les personnes, pour déculpabiliser les femmes. Oui. Mais les spirites disent ça aussi, hein. Tu vois, ça rejoint vraiment justement des philosophies comme celle-ci. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Voilà. Donc si le plan change, le libre arbitre des humains est prioritaire. Et oui.
et de ce que les témoignages qu'on a eus de ces âmes en processus d'incarnation, qui sont encore entre deux mondes, l'attachement au corps physique ne semblait pas très important. C'est-à-dire que si le plan change, ils trouveraient, soit ils vont attendre pour revenir à travers la même famille, comme Noah a fait, Oui, peut-être pour revenir à travers cette même maman, ou Samantha, comme elle nous l'a décrit aussi. Samantha, elle nous avait hmm, décrit qu'elle était un accident de parcours la première fois, oui. cette même famille qu'elle connaissait bien. Et il se trouve que dans cette famille, la première grossesse, là c'était la quatrième, mais la première avait dû être interrompue assez tardivement pour une malformation importante qui avait été détectée à l'échographie. Après, ça peut être dans la même famille ou aussi des personnes que connaissent Ou, cette famille pour qu'elles puissent les ou croiser. complètement ailleurs, parce Ou que ailleurs, oui. par rapport aux motivations d'incarnation, il y avait plein de choses aussi là. On pourrait aussi ouvrir la porte là-dessus. Il y a Ben, il tellement y a à dire, tellement de tellement de possibilités, sujets. c'est vrai, hein. Mais Ouais. il y a aussi des qualités qui sont recherchées, expérimenter le courage, ou alors des choses, des environnements précis, la Hmm. musique, la nature, qui sont pas spécifiques à des familles et qui peuvent, où l'âme peut trouver incarnation dans une autre famille pour travailler Pour ce ce, qu'elle a à faire, à travailler, quoi. elle devait venir. Hmm. Alors, s'il y a d'autres questions, vas-y, Caro, hein, n'hésite pas. Oui, enfin, je voulais faire une petite Oui, parenthèse. Moi, j'ai vas-y. bien aimé le témoignage avec Romy, je crois, où le bébé sentait que son père était guérisseur. Ouais, c'est vrai. Mon père est un guérisseur. Elle l'a dit comme ça. Et il se trouve que je n'ai pas parlé à ce papa directement, mais sa femme, sa compagne, elle dit spontanément lors du premier entretien, quand je lui demandais de me parler un peu du papa, elle m'avait dit, ah bah c'est bon, il a un fluide, il est magnétiseur dans ses mains, et il fait des massages, il soigne, et puis quand bébé bouge beaucoup, il est le seul à réussir à la calmer dès qu'il pose ses mains sur mon ventre, elle se, elle se calme. On a eu des descriptions très précises des parents, je pense à Oui, euh, qui c'est qui nous avait dit, je sais plus, peut-être c'est Romy aussi, qui nous avait dit que sa maman, elle avait quelque chose qu'elle aime beaucoup, une boucle d'oreille, un genre de diamant, enfin quelque chose de très brillant qu'elle semble qu'elle porte à une oreille, mais pas à l'autre. Et puis moi, quand j'avais interviewé cette maman, j'avais pas remarqué, elle avait peut-être les cheveux sur les oreilles, mais c'est ça. la deuxième fois, je lui ai posé cette question parce que pour moi c'était vérifiable. Et Oui, puis c'est important. elle a soulevé, elle m'a montré une de ses oreilles, elle m'a dit, ah oui, j'ai Hmm. un piercing, je Oui, l'adore, et mais je l'ai c'est que fou parce que trouvé. après, ouais, on aurait pu se dire oui, mais bon, elle est allée chercher dans je ne sais où, dans ta tête ou quoi, dans ton inconscient ou quoi, alors que ben non, mais c'est vrai qu'on peut tellement se poser de questions après Alors dans les. ça, c'est très important ce que tu dis, Michael. Là, on peut aussi en parler de ça, Hmm. parler de ce biais-là, parce que c'est quelque chose de très important, ce que tu dis là. On ne peut pas exclure dans tout ce qu'on a pu recueillir de vérifiable et vérifié, ou juste, en tous les cas, que les informations aient été tout le temps recueillies auprès des âmes mentales. Hmm. Ce que ça, c'est la faiblesse de cette recherche, mais on ne sait pas comment faire mieux. On a Je vois pas comment beau tu pourrais. C'est beaucoup ce que j'allais réfléchir, dire. Je vois mais pas c'est une comment. réalité quand même qu'il faut garder à l'esprit pour Oui, garder son œil critique, son discernement. C'est important en lisant le livre, d'écouter si ça parle, ou si ça parle pas, si ça ressent juste ou pas, parce qu'on ne peut pas garantir que tout ce qui a été rapporté là n'a pas été pris, même si c'était à distance et que les parents ne rencontraient jamais les médiums, mais par des communications télépathiques, des remote viewing, enfin des techniques comme ça de connexion à distance avec les parents qui connaissaient ces détails-là et puis qui oui. peut-être Les et, Andalzakash, et, enfin selon ce qu'on me dit ou parfois. peut-être dans mes pensées à moi, dans Oui. mon nuage, mon Non, mais c'est cloud pour ça à que je vais moi chercher un peu loin, mais c'est vrai qu'on qui, peut se poser plein de questions, quoi. C'est ça. oui, Oui. bien sûr, parce que moi j'avais connaissance, je faisais les entretiens avec les parents, donc j'avais connaissance de certaines choses, donc les médiums pourraient aussi se connecter sur moi et avoir des renseignements. C'est ça. Oui. Heureusement, j'ai envie de dire, on a eu quelques informations qui n'étaient connues de personne, qui nous ont donné quand même de l'enthousiasme et puis un faisceau de confirmation que c'est peut-être quand même bien ces petites âmes qui nous parlaient. Bon, déjà, on peut observer que chacune a une personnalité qui lui est propre. Je pense que si
les médiums avaient parlé que par leur filtre, ils auraient dit à peu près toujours les mêmes choses. Et c'est pas le cas. Chaque histoire, on a des choses mais complètement différentes. Mais Mhm. sinon, bon, moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on avait Barnabé qui nous a dit à 7 mois de grossesse qu'il allait pointer le bout de son nez dans quelques semaines, mais que ce sera l'année prochaine. Et Oui, ça, on pouvait pas le savoir. Moi, ah je le non, savais pas, les exactement. parents non plus, personne ne pouvait le savoir. Ensuite, on a aussi Elliot, ça c'était très étrange, Elliot, qui a dit, enfin, qui a montré à une médium son corps en lui faisant comprendre qu'il y a des mémoires inscrites dans ce corps en relation avec des vies passées. Alors ça, on ne peut pas le vérifier, mais qu'il arrivera avec ces mémoires, enfin des marques pour se souvenir. Il y a Ian Stevenson, qui est un auteur, un chercheur américain qui a beaucoup écrit sur ça, Oui, il a travaillé beaucoup qui a là-dessus. fait un livre qui s'appelle Mhm. Réincarnation et biologie, qui Oui, traite que des marques, que des handicaps de de naissance ou des naissance. marques de naissance pour faire des liens avec des vies passées. Il a étudié 65 cas qu'il décrit dans ce livre, c'est troublant. Bon, bah nous, personne ne pouvait savoir ça. Il se trouve que quand j'ai interviewé la maman de Elliot après l'accouchement et que je lui ai demandé comment elle allait et puis elle avait son petit bébé dans les bras, elle s'est mise à pleurer. J'ai pas compris. Je me suis dit mince, qu'est-ce que heureusement je voyais que bébé était bien là, vivant dans ses bras. Donc j'ai commencé à lui dire que c'était le baby blues, il n'y a pas de souci et tout. Elle me disait non, c'est pas le baby blues, c'est voilà, Elliot à la naissance, on a découvert une petite malformation, faudra l'opérer, c'est pas très grave, mais ça m'inquiète. Waouh, waouh, waouh. Bien sûr que quand nous avions reçu ce rapport des médiums qui disait ça, on n'avait rien compris et puis on avait mis cette information comme quelque chose d'invérifiable. Mais quand cette maman m'a raconté cette petite malformation sur le corps d'Eliott, ben, quand même, on est obligé de faire le lien avec ce qui C'est avait été normal. annoncé. C'est normal, ouais. Et Et, là, tu lui as et dit, ça, enfin, personne pouvait le savoir. hmm. Alors, je voulais pas lui dire. Pendant longtemps, je lui ai pas dit parce que je me disais que ça servait à rien. Évidemment que je lui ai pas dit durant la grossesse, j'aurais Oui, jamais bien dit sûr, non, mais ça, ça. c'est normal, oui, oui, oui. Mais là, lors de cette discussion après l'accouchement, non, j'avoue que je lui ai pas dit parce que j'ai été troublée, moi, de Oui, déjà comprendre toi-même, quoi. Oui. ça, que ça Hmm. confirmait quelque chose. Et puis, je me disais que ça ne servait à rien de lui dire, en fait. Sauf que des mois après, j'ai croisé une pédiatre qui est très active, qui écrit des livres et tout ça, et puis qui est une super pédiatre, et je lui ai raconté ma recherche, et puis je lui ai parlé de cette histoire en particulier. Et puis elle m'a dit, mais il faut absolument que tu lui dises. Parce que elle m'a dit, crois-moi, moi qui suis pédiatre, toutes les consultations où je vois des mamans où à l'accouchement, à la naissance, où il y avait quelque chose de cet ordre-là, elles se culpabilisent toujours. Elles Malheureusement, c'est pensent ça. toujours que Hmm. c'est de leur faute, qu'elles ont fait quelque chose qui a Hmm. créé. Donc, si tu lui dis que c'était annoncé comme des marques qui sont là pour se souvenir, Surtout venant de lui, en plus. c'est pas une conséquence Voilà. de quelque chose. Ça va la soulager, ça va la Hmm. déculpabiliser. Alors, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je lui ai vraiment fait répéter, t'es sûr, de sûr, de sûr. Il m'a dit, je te promets, fais-le, c'est un cadeau pour elle. Alors, j'ai décidé de lui faire confiance et puis j'ai écrit à cette maman en prenant beaucoup de précautions et puis je lui ai expliqué tout ça en lui disant que j'espérais que ça la heurte pas, mais que c'est une pédiatre qui m'avait encouragée de lui dire. Et puis j'attendais avec fébrilité sa réponse et ça a été exactement comme la pédiatre m'avait annoncé, c'est-à-dire qu'elle m'a remercié énormément. Elle m'a dit, Marie-Julia, si tu savais, au fond de moi, depuis la naissance de Elliot, j'étais persuadée que c'était dû à une coloration de mes cheveux que j'avais fait durant la Ah, tu vois, grossesse. c'est le truc tout bête en plus, quoi, vraiment. Elle était bloquée là-dessus, elle avait Ben une oui. culpabilité énorme et elle m'a dit, tu n'imagines pas le bien que tu me fais, c'est pas de ma faute. Ouf! Et puis sinon, dans les choses aussi qui étaient absolument inconnues de nous tous, pour aller encore dans le sens d'une confirmation que les communications se faisaient avec des consciences prénatales, on a eu Lucie aussi, notre rencontre, notre quatrième rencontre, qui nous a dit une fois quelque chose de très étrange. Elle nous a dit que c'était intéressant ce moment-là parce que deux créatures communiquent avec moi en même temps. Alors bon, je vais pas épiloguer sur le mot créature, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'elle...
Et on a eu l'idée de regarder les dates de communication des médiums avec elle, avec Lucie, parce qu'on avait la date des tentatives de communication des médiums à chaque fois. Ils avaient un mois pour le faire après la première consultation, premier entretien avec les parents. Ils le faisaient quand ils le voulaient, dans les 4 semaines qui suivaient. Mais ils nous mettaient la date quand ils nous envoyaient le rapport. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait eu 2 médiums à communiquer avec Lucie le même jour. C'est drôle. Ça, personne ne pouvait le savoir. C'est bizarre le mot créature quand même. Ouais, c'est bizarre de créer. Oui, c'est vrai, c'est marrant ça. Oui, oui. Alors, il y a encore plein de questions, hein. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Merci. Bah, tu vois, franchement, Marie-Julia, c'est bien parce que bah, voilà, les auditeurs sont là, les auditeurs réagissent et c'est vraiment intéressant comme émission, ça leur plaît. Et vraiment, c'est parce que je te disais, on n'a jamais, jamais parlé de ce sujet et c'est intéressant. Donc voilà, il y a plein de questions et puis on continue après. Donc voilà, Caro, je te laisse. Alors, il y a Marilyn qui demande, le fait de ne pas avoir d'enfant, est-ce un choix de notre âme? Hmm. J'aimerais pouvoir répondre oui, non, avec des arguments. Je ne peux pas répondre à une question comme ça. C'est possible. Il y a des gens, je pense à Rob Stewart, avec qui j'ai conversé, qui a écrit le livre, entre autres, Âme courageuse, Courageous Soul, qui fait un travail de régression par hypnose des personnes qui peuvent remonter, qui l'aident à remonter jusqu'au moment de leur gestation et plus avant encore pour contacter leur mission de vie. Et dans les témoignages dans son livre, il y a des gens qui ont connecté des choses de cet ordre-là, qu'ils venaient ou pas pour faire des enfants dans cette vie-là, pour X raisons. Maintenant, voilà, je peux que faire référence aux écrits d'autres personnes. C'est pas ma recherche, notre recherche qui permet de répondre à une question comme ça. Merci. Alors, il y a Hélène. Comment votre recherche a été accueillie par la communauté scientifique? Est-ce que l'intérêt porté à votre recherche est différent d'un pays à l'autre? Je n'ai pas encore assez de recul pour mesurer l'intérêt d'un pays à l'autre. On sait que les États-Unis, le Canada, les pays nordiques sont beaucoup plus ouverts que la France, la Suisse sur des sujets comme celui-là. Maintenant, d'un point de vue scientifique, le fait que l'article ait été publié dans un journal, un bon journal scientifique, c'est une reconnaissance de la communauté des chercheurs, malgré tout, parce que pour un journal comme ça, ce qui fait qu'il est coté, c'est qu'il est peer review. Ça veut dire qu'il est lu que notre recherche, avant d'être publiée, elle est lue par d'autres chercheurs, de façon anonyme, mais qui sont n'importe où dans le monde, mais normalement pas dans notre pays, justement, pour pas nous connaître. Et puis, eux, ils étudient vraiment ce qu'on a fait. Et puis, c'est eux qui disent OK pour une publication ou non, ou qui nous posent des questions avant d'accepter de publier. Donc, le fait que cette recherche a été peer review, elle a été lue par d'autres chercheurs qui en ont validé la rigueur. Après, les biais, ils sont tels qu'on les connaît, assumés, hein, ce que je viens d'expliquer, la possibilité qu'on ne peut pas prouver que tout ça était toujours une communication avec l'âme fœtale, mais que parfois c'était peut-être le filtre du médium ou pris dans les vibrations des parents. Ça, c'est aussi l'honnêteté des chercheurs de l'annoncer dans un article et ce qui fait que quand les personnes qui évaluent notre travail voient qu'on est honnête et puis qu'on a pensé à tous les biais, puis qu'on les assume, on les dit, on a plus de chances d'être publié que si on essaye de raconter des histoires, quoi. Oui, c'est clair. Alors, il y a Marilyn qui demande, peut-on dire qu'un médium sait si une femme aura ou pas des enfants? Caroline, toi, tu es médium. Oui, Je mais pose cette alors, question et pour toi. ce qui est le plus étrange, moi, c'est que j'ai plus eu des sensations en rentrant dans des lieux, dans des maisons, où je voyais, enfin, ça m'est arrivé 2 fois, mais de manière hyper flagrante,
où je n'ai même pas pu m'en empêcher. Enfin, il a fallu que ça sorte. Et donc, quand je suis rentrée dans la maison pour la première fois, j'ai dit, ici, il n'y aura jamais d'enfants. Et pourtant, ces deux femmes, en fait, elles voulaient des enfants. Et je sentais qu'il n'y aurait jamais d'enfants, mais je n'ai pas dit qu'elles ne pourraient pas en avoir. J'ai dit que le lieu n'accepterait pas l'enfant. Donc peut-être qu'il aurait pu être conçu ailleurs, je ne sais pas, en vacances ou je ne sais pas où, mais ou dans une autre maison, mais que là, il n'y en aurait pas. Moi, j'ai eu plus dans ce sens-là, dans le sens un peu négatif, on va dire. Mm. Mais ouais. Je repense à ton canal fermé durant la gestation, Caroline, ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, ça me fait penser à, dans le livre, à la fin, et tant pis, je vais spoiler la surprise du livre, mais j'ai eu la surprise durant le processus de recrutement de la recherche d'être contactée par des femmes qui voulaient participer à ma recherche. Oui, d'accord, vous êtes enceinte de combien? Mais je suis pas enceinte en fait, alors là je comprenais pas. Et en fait, elles m'expliquaient qu'elles sentaient, qu'elles étaient en communication, qu'elles sentaient la présence d'enfants qui voulaient venir à travers elles, mais elles n'étaient pas enceintes et elles avaient envie de témoigner de ça. Et parmi ces personnes, il y a un couple et puis trois femmes, je crois. Il y a une médium qui s'appelle Claire. Et cette médium, elle raconte vraiment que elle avait des communications avec ces bébés à peu près aussi 5 ans avant leur arrivée. Et donc et durant la grossesse beaucoup aussi. Donc son canal à elle, c'est pas fermé. Ça Mhm. montre que chaque expérience est différente et peut-être que Caroline, comme tu l'as dit, par rapport à la fin tellement difficile de ta grossesse, il fallait que ce soit comme ça pour toi. Et tu vois, Oui, si tu avais été consultée et puis que le médium n'avait pas eu ton filtre de protection, elle t'aurait peut-être dit des choses inquiétantes. Et c'est pour ça que c'est important de pas le faire. oui. Mais c'est vrai que même moi, je n'ai rien senti, hein. J'étais très confiante parce que pendant 6 mois, c'était nickel. Donc, ouais, comme quoi on peut être médium, mais et heureusement, parce qu'avec avec une prééclampsie, il faut surtout pas stresser en plus, Mm. vu que c'est déjà de l'hypertension. Si en plus j'avais su, enfin, j'aurais pu être prise en charge plutôt à l'hôpital aussi, mais bon, enfin bref, c'est que ça devait être comme ça. Oui, Le résultat, c'est qu'on est là tous les deux, donc voilà. Et il va très bien et on s'en réjouit. bah oui, donc voilà quoi. Alors, il y a une question d'Hélène. Est-ce que l'âme des bébés vous a donné des informations sur ce qu'ils étaient avant d'être dans le ventre de leur mère? Sur ce qu'ils étaient avant d'être dans le ventre de leur mère. Dans cet état un peu entre deux, on a eu Mhm, on a eu plusieurs, oui, témoignages, informations dans ce sens. Ils en ont même beaucoup parlé sur un endroit de félicité, un endroit de lumière, un endroit de de complète plénitude. En fait, en lisant ça, on se demandait pourquoi ils venaient, quoi. C'était et je trouve pour cette partie-là, où bien sûr, il y a pas de vérification possible, mais j'ai trouvé que ça ressemblait. Il y a ce film qui est sorti pour les enfants à la même époque. J'étais quand même assez scotchée. Ce film, ce Walt Disney Pixar qui s'appelle Soul, mhm, Âme, pour les enfants, mais souvent pour les adultes aussi, et qui raconte exactement ça, en fait, la petite âme qui est dans un endroit avec différentes places en fait au fur et à mesure du processus d'incarnation et qui est préparé dans un espace avec une âme qui l'accompagne pour descendre sur Terre, pour choisir ses parents, pour tout ça. On a eu dans le livre, il y a plusieurs témoignages dans ce sens-là, de description d'un état vibratoire de lumière, de paix, d'amour, de, de suffisance, si je peux dire. mhm. Et dans ton livre, tu dis aussi que ben, les âmes qui arrivent croisent les âmes qui partent. Alors ça, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Si Ah, c'est une hypothèse. Si Sylvia nous écoute, on en a parlé dans son interview. Euh,
c'est vrai il y a eu une histoire qui racontait quelque chose de cet ordre-là. Je crois bien que c'était Romy d'ailleurs, où sa maman, lors d'une interview, à la fin, je leur posais toujours une question ouverte. On posait la même chose au fœtus, hein. Veux-tu ajouter quelque chose, quoi. Et elle m'avait dit, est-ce qu'il a dit quelque chose sur mon grand-père? Parce que mon grand-père, il est en train de mourir, il tenait tellement à voir sa petite fille. Je sais qu'il est super triste et c'est sûr qu'elle va naître après sa mort. Et je me demandais si de là où elle est-ce qu'elle a parlé de mon grand-père? Et il se trouve que dans les rapports de médium, il y avait un message de cette petite fille, de cette âme fétale, qui nous parlait, enfin, qui avait transmis des images au médium dans le sens où elle tenait la main d'un vieux monsieur qu'elle devait laisser partir. Mhm. Mhm. Alors, ça ne prouve rien, c'est un témoignage qui a des faisceaux de concordance. On ne peut pas en tirer des généralités, bien sûr. Ah non, c'est sûr. On est très prudent avec la science, hein. Mais On, oui, mais tant on, mieux, hein, parce on que peut pas affirmer des choses mhm. qui deviendraient des dogmes comme on a pu entendre dans les religions ou des fois par certaines personnes. On peut pas être dans le dogme avec une première recherche sur un sujet comme celui-là, qui est très exploratoire, où tout est encore à découvrir en fait. C'est sûr. Alors, il y a une question d'Alice et après, je poserai celle de Sandrine, puisque pour moi, ça va dans... C'est mieux dans ce sens-là. Alice demande, savez-vous pourquoi nous oublions notre vie fétale? Pourquoi nous oublions notre vie fétale? Bah, c'est-à-dire, oui, en fait, oui, mais ça serait peut-être pas facile si on se souvenait maintenant, tout de suite maintenant, de tout ce qui s'est passé. Je sais Non, pas. Oui. là encore, c'est pas ma recherche qui Oui. le montre, mais j'ai envie de dire en tant que sage-femme et puis en ayant bien sûr eu des enseignements sur la psychologie, le transgénérationnel ou l'imprégnation des mémoires durant la gestation. On sait que, des recherches l'ont montré, on sait que du stress intense vécu par la maman durant la grossesse va impacter l'enfant de différentes façons. Ça a été démontré. Donc je dirais pas qu'on oublie. On oublie peut-être avec le cerveau, avec la mémoire, mais dans les cellules, je crois bien qu'on n'oublie pas en fait comment s'est passée notre gestation. Ah, c'est clair. Alors, je Mm. dis pas ça pour faire peur aux mamans Non, qui non. auraient eu, qui se seraient disputées avec le papa enceinte et tout. Je parle Mhm. pas du tout de ce stress-là, hein. En fait, dans la recherche que je rapporte dans le livre pour illustrer ça, je parle d'une recherche qui a étudié le devenir des enfants nés durant la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont comparé le devenir, le développement de ceux dont le père était mort au combat durant la gestation à ceux qui avaient perdu leur papa une fois qu'ils étaient enfants, nés. Et en fait, ceux qui avaient perdu le papa durant la gestation étaient plus impactés dans les issues psychologiques qui étaient mesurées, notamment même la durée de vie générale, que ceux qui avaient perdu le papa une fois qu'ils étaient nés. Ça montre à quel point l'émotion de la maman était tellement forte, d'une intensité de stress tellement énorme, qu'ils les ont pris comme une empreinte pour eux, en fait. Et ça, c'est... Donc, voilà, pour répondre à cette question, je ne crois pas qu'on oublie. Je pense qu'on on vit avec cette mémoire dans les cellules. Après, ça s'exprime ou ça ne s'exprime pas. C'est pas une fatalité du tout. Ça, c'est l'épigénétique qui nous le montre. On peut avoir quelque chose qui est engrammé dans les cellules, mais qui ne va jamais se manifester d'aucune sorte. Et c'est comme ça qu'on voit que pour une même famille qui a vécu des choses horribles en commun, certains vont super bien, puis d'autres ne s'en remettent pas. On voit bien qu'on n'est pas égaux face au développement de certains facteurs, peut-être engrammés dans l'ADN. On est tous différents, puis l'épigénétique explique très bien ça.
Je dirais que moi, je ramène à mon expérience de fœtus. J'ai eu une vie fœtale très difficile. Je l'explique dans les livres, je parle un petit peu de moi parce que ça explique un peu Mhm. Oui. le processus, pourquoi cette recherche est arrivée à travers moi. Je pense qu'elle était inscrite depuis bien longtemps. Ça, je l'ai compris récemment, hein, bien sûr. Dans le sens où si je n'avais pas eu une vie fœtale aussi difficile, peut-être que je ne serais jamais devenue sage-femme et que je n'aurais jamais cherché à faire de la recherche scientifique pour prendre soin des mamans et puis des bébés qui arrivent. Donc ça peut aussi impacter nos choix de vie sans conscience intellectuelle, mais d'une autre façon. Mhm. C'est sûr. J'ai pas envie de dire qu'on oublie. Il y a quelque chose qui, même si j'ai pas la preuve pour dire ça d'une façon peut-être telle que la science l'entend par A plus B, mais il y a quand même beaucoup de recherches en psychologie, développement de l'enfant qui montrent clairement que les traumatismes vécus par la mère durant la grossesse sont répercutés sur l'enfant, sur son développement. Ça, la science l'a montré, ça c'est sûr. Donc on n'oublie pas. C'est clair. Et on peut transmuter, on peut soigner, on peut guérir, ça c'est sûr. Alors, la question de Sandrine. Quel est selon vous l'enseignement majeur qui ressort de ce que ces âmes ont exprimé pendant cette recherche? L'enseignement majeur, c'est les messages d'amour qui sont donnés pour leurs parents. Le fait que pour nos 11, en tous les cas, tous ont affirmé les avoir choisis. Le fait que dans les motifs d'incarnation, il y a un maître mot qui résume tous les motifs qui ont pu nous être donnés, qui ont été regroupés par thème personnel, familial ou pour l'humanité. C'est le mot évolution. Il semble qu'on vient pour l'évolution, du personnel à l'humanité. Ça, c'est des choses qui sont les plus fortes pour moi. Mais les messages d'amour pour les parents, oui, je trouve ça beau, par contre, c'est important. Vraiment, Oui. pourquoi est-ce Oui. qu'ils sont venus expérimenter? Pourquoi ces parents-là? Enfin, voilà, Oui. c'est Alors là important, aussi, quoi. il y a un biais de sélection parce que je voudrais pas que Oui. les personnes qui ont eu des parents horribles, hein, qui ont vécu des Ah oui, non, abus, t'as qui ont raison de vécu le de la dire, c'est violence, vrai. Oui. se Mm. disent quoi? J'aurais choisi ces parents-là. Enfin, ça peut Mm. être possible à entendre. Non, Donc, mais c'est vrai. C'est vrai que tu as raison de attention. le dire. Nous, pour cette recherche, on a eu que des parents qui étaient super heureux d'accueillir ce bébé et puis qui étaient des gens avec une conscience déjà élargie pour accepter de participer à un protocole comme celui-là et puis qui étaient pleins d'amour visiblement pour leur enfant à venir. On aurait peut-être eu des messages différents avec des Ah, ça, c'est familles possible. C'est vrai. Non, mais avec c'est important ce que tu dis là, hein. différents. Si c'était d'autres parents qui n'étaient pas du tout dans la même optique et tout, ça serait complètement différent, certainement, oui. C'est Voilà. possible. Et puis, mais sinon, on peut aussi se mettre dans un point de vue très très haut là, un point de vue de l'âme qui peut-être, hein, attention, je mets quatre parenthèses avant et après ce que je vais dire pour ne pas heurter, mais peut-être que des expériences très difficiles sont choisies par l'âme pour quelque chose qui nous échappe en fait, mais qui est de l'ordre de l'évolution quand même. Ça, c'est possible, hein. Ça, c'est ce qu'on dit aussi dans certaines philosophies, hein. Mais c'est pas ma recherche qui le dit en tout Non, cas. oui, je comprends, bien sûr. Mhm. Ah, merci pour vos questions, les amis. Vraiment, Voilà, c'est bien, ça merci. fait plaisir. Voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Enfin, si tu... Parce que bon, le principal, c'est important, hein, que les auditeurs lisent ton livre. En tout cas, moi, ça m'a vraiment bien plu. Donc, je conseille. Donc, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Marie-Julia. Des choses à rajouter? Bref, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses aussi Oui, qu'on oui, n'a non, mais pas c'est abordées. vrai qu'il y a pas mal de choses. Mais bon, je Euh, sais que, bon, voilà, non, c'est... si on doit conclure, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le message, déjà, ce livre, il s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire, bien sûr, s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent, Mhm. les futurs parents, bah, ce livre, il est important à lire durant une grossesse pour ouvrir son esprit plus grand que ce qu'on imaginait peut-être par Oui, rapport à l'arrivée de cet enfant. Mais ce livre, il s'adresse aussi aux gens, aux personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas envie d'en avoir ou qui ont des enfants très très grands et qui sont plus concernés par des grossesses, pour la réflexion qu'il amène sur la question de qui nous sommes en tant qu'être humain. Parce que on a eu
quand j'ai fait mes études de sage-femme, moi, dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y avait ce documentaire de Bernard Martineau qui était vraiment incroyable, Le bébé est une personne. Et ben, il y a 70 ans en arrière, c'était pas évident que le bébé était une personne, hein. On pensait Oui, qu'il c'est vrai, à l'époque. Ouais. qu'il n'avait pas d'émotion, qu'il fallait Mhm. juste changer. Maintenant, tout le monde est d'accord que ça c'est faux, que le nouveau-né est un être sensible avec déjà plein de compétences, plein de capacités de communication. Il me semble que la question maintenant n'est plus est-ce que le bébé est une personne, mais qu'est-ce que c'est une personne? Et je crois que ce livre ouvre la porte sur des pistes pour répondre à la question de qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qu'un être humain? D'où venons-nous? D'accord. Oui, oui. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup, vraiment, Marie-Julia, pour cette belle émission. Je voulais savoir Merci. aussi, est-ce que tu pourrais nous parler de ton podcast, parce que tu crées un podcast Médecine Invisible, c'est ça? Alors, le podcast Médecine Invisible, il a été réalisé déjà il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est ça, c'est à peu près, quoi. En 2023, je crois. Mhm. Oui, Samuel Soquet, c'est un journaliste, plus qu'un journaliste, parce qu'il écrit des livres lui aussi. C'est quelqu'un de très inspiré, très inspirant, qui a créé une série de podcasts avec la télévision suisse romande, la TSR, qui s'appelle La médecine et l'invisible. Et il a interviewé plein de médecins sur leur rapport à l'invisible dans la médecine, dans leurs spécialités respectives. Et moi, l'année où il m'a interviewé, c'était une année où il avait décidé de faire sur les chercheurs et l'invisible. Il avait du mal à en trouver, on n'est pas nombreux. Non, non, mais il est bien, ce podcast, hein. Et c'est vrai que j'ai mis le lien dans le livre parce que Oui. c'était le seul podcast que j'avais fait avant d'écrire le livre. Maintenant, c'est vrai que j'ai été interviewée par plusieurs personnes et j'aurais pu en ajouter d'autres. Bah, tu peux Mais en mettre celui de plein, Samuel oui. Soquet est très. Les autres, je vais les mettre sur le site internet que j'ai créé pour faire suite pour accompagner la sortie du livre, en fait, Oui. Conscience prénatale. Je Le donne site l'adresse. internet, comment il s'appelle? Attends, je l'ai même pas en tête parce que moi, j'y vais moi-même pas. Enfin, si les auditeurs veulent y aller, après, peut-être que ça peut être intéressant. Conscience-prénatal. Voilà, conscience-prénatal. D'accord. Bon, Simplement, voilà. C'est pas sans compliqué. C'est Voilà. bien, merci. Voilà. Conscience-prénatal. Bon. Eh En tout bien, cas, les auditeurs ont adoré l'émission. Ils sont tous en train de dire j'ai adoré, j'ai adoré. Ah oui, j'adore. oui, mais c'est bien, ça fait plaisir. Oui, merci. Merci Vraiment, beaucoup Marie-Julia, pour merci cet beaucoup. accueil. Et si les auditeurs apprécient, ça me remplit de joie parce que ça veut dire que les consciences s'ouvrent bien, quoi. Bon, en même temps, tu sais, sur la radio du Lotus, c'est un peu normal. Oui, c'est vrai, c'est En un même temps, biais aussi, là, t'es on va tombé au dire. bon endroit, tu vois. Pour ça, là, c'est Oui, sûr. c'est vrai. Mais C'est bon. vrai, mais ça fait du bien, c'est agréable pour Bah moi écoute, aussi. hein, c'est quand tu veux, tu sais, hein, voilà, t'es la bienvenue. Hein. Ça fait plaisir, Merci. une belle émission Merci comme ça. beaucoup, Michael, Voilà. Caroline. Donc, alors, Merci. pour rappeler ton livre, donc Marie-Julia Guittier, Expérience de naissance imminente, hein, chez Très Daniel. Voilà, si vous voulez vous procurer le livre, n'hésitez pas, les amis. Et puis, bien, merci encore. Bonne nuit, dormez bien surtout. Merci. Prenez soin de vous. Et nous, on se dit à très bientôt. Et merci encore, Marie-Julia. Merci, Caro, Je à vous en tous. À prie. bientôt. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.